Bonjour à toutes et à tous. Nous allons aborder les fondamentaux de la transfusion de produits sanguins labiles. Nous aborderons exclusivement les objectifs de rang A et B de l'item 329. Nous n'avons aucun lien d'intérêt à déclarer en rapport avec cette présentation. Voici le plan que nous suivrons. Tout d'abord, abordons les bases immunologiques simplifiées de la transfusion, les groupes sanguins érythrocytaires. Parmi les très nombreux groupes sanguins et tissulaires connus, certains ont une importance majeure pour la transfusion de produits sanguins labiles. Le plus fondamental, le système ABO, est un système tissulaire présent sur de nombreuses cellules de l'organisme, dont les érythrocytes. Ce système comporte deux antigènes génétiquement déterminés, l'antigène A et l'antigène B. Il y a 4 possibilités d'expression et donc 4 groupes. Comme vous l'observez sur ce tableau, les patients du groupe A ont l'antigène A, ceux du groupe B ont l'antigène B et ceux du groupe AB ont les deux antigènes, A et B. Les patients du groupe O ne présentent ni l'antigène A ni l'antigène B. Il est fondamental de savoir que chaque sujet possède naturellement des anticorps de type IgM dirigés contre les antigènes du système ABO qu'il ne possède pas. Ces anticorps sont donc naturels et réguliers car présents pour la vie. Ainsi, les patients du groupe A n'ayant que l'antigène A possèdent des anticorps anti-B. Ceux du groupe B possèdent des anticorps anti-A et ceux du groupe O qui n'ont pas d'antigène ont à la fois des anticorps anti-A et anti-B. Les patients du groupe AB n'en possèdent aucun. Le second système fondamental, le système Rhésus, est un système antigénique strictement érythrocytaire. Il est complexe et comprend environ 60 antigènes, dont 5 principaux d'intérêt transfusionnel parce que très immunogènes. Ces 5 antigènes sont présentés dans le tableau à droite, avec la terminologie usuelle, utilisant des lettres, et la terminologie internationale alphanumérique, qui tend à remplacer la première. L'antigène D, ou RH1, est le plus immunogène. Quand il est présent, le patient est RH1 positif, et on parle souvent par abus de langage d'un Rhésus positif. Les sujets non porteurs de l'antigène D sont RH1 négatifs et sont dits Rhésus négatifs. Il n'y a pas d'anticorps naturel contre les antigènes du système Rhésus. Ce sont des immunoglobulines de type IgG qui peuvent apparaître après une sensibilisation, comme une transfusion antigéno-incompatible, une grossesse ou une greffe d'organes par exemple. Ces anticorps sont donc humains, acquis et irréguliers. Certains autres systèmes peuvent avoir un intérêt clinique, comme le système KEL qui comporte plusieurs antigènes, dont l'un majeur, l'antigène KEL1. Cet antigène est pris en compte dans le phénotype érythrocytaire standard. Grâce à ces bases immunologiques, nous allons ainsi pouvoir en déduire les règles immunologiques de transfusion. Les règles de compatibilité ABO doivent impérativement être suivies. Les concentrés érythrocytaires à transfuser ne doivent pas contenir d'antigènes pour lesquels le patient a naturellement des anticorps, au risque de provoquer une hémolyse intravasculaire qui peut être fatale. Ainsi, reprenons le tableau précédent. Un patient du groupe A a l'antigène A et des anticorps anti-B. Nous ne pourrons donc lui transfuser que des concentrés érythrocytaires du groupe A ou du groupe O, c'est-à-dire sans antigène B. Un patient du groupe B a l'antigène B et des anticorps anti-A. Nous ne pourrons donc lui transfuser que des concentrés érythrocytaires de groupe B ou O, c'est-à-dire sans antigène A. Un patient du groupe O n'a pas d'antigène A ou B et il a des anticorps anti-A et anti-B. Nous ne pourrons donc lui transfuser que des concentrés érythrocytaires du groupe O, c'est-à-dire sans antigène. Un patient du groupe AB ayant des antigènes A et B et pas d'anticorps naturels pourra recevoir des concentrés de globules rouges de tous les groupes A, B, AB et O. Voyons maintenant les règles concernant l'antigène D ou RH1 du système Rhésus. Si le patient a cet antigène, il n'a donc pas d'anticorps et peut recevoir du sang RH1 positif ou RH1 négatif. Attention,
Un patient RH1 négatif, c'est-à-dire qui n'a pas l'antigène D, et qui est mis en contact avec celui-ci, va développer des anticorps anti-RH1 ou anti-D, pouvant avoir des conséquences importantes dans le futur, notamment l'alloimmunisation d'une mère de phénotype RH1 négatif peut induire une maladie hémolytique du nouveau-né. Attention, ces règles de compatibilité sont valables pour les concentrés érythrocytaires et les concentrés plaquettaires qui contiennent aussi des antigènes. Pour le plasma, les anticorps du donneur sont présents et les règles de compatibilité sont donc inversées. Pour pouvoir respecter ces règles immunologiques transfusionnelles, il est capital de réaliser des examens immunohématologiques systématiques avant une transfusion de produits sanguins labiles. Tout d'abord, la détermination des antigènes du système ABO et du phénotype érythrocytaire standard Rhesus et KEL, soit 6 antigènes. Ce groupage sanguin doit être effectué sur 2 prélèvements sanguins distincts. Une recherche d'anticorps irréguliers, encore dénommée agglutinine irrégulière, RAI, est également obligatoire avant la transfusion de concentrés érythrocytaires. Attention, il existe un délai de validité des RAI de 3 jours le plus souvent, de 24 heures en cas de transfusion itérative et de 21 jours en l'absence de stimulation antigénique dans les 6 mois précédents. Les situations d'urgence vitale peuvent conduire à ne pas attendre les résultats de ces examens qui devront tout de même être réalisés. Voyons maintenant quelles sont les principales caractéristiques des produits sanguins labiles. Tout d'abord, les concentrés de globules rouges ou concentrés érythrocytaires. Ils se conservent pour une durée maximale de 42 jours à plus 4 degrés. Le phénotype RH1 à 5 et KEL1 est connu pour tous les concentrés de globules rouges. C'est important, car la transfusion de concentrés de globules rouges phénotypés RH et KEL1 est de règle pour les femmes non ménopausées, les polytransfusées et les enfants. En cas d'urgence, quand le groupe sanguin du patient est inconnu, on transfuse des concentrés de globules rouges du groupe O. Le plasma frais congelé se conserve à -20 degrés pour une durée maximale d'1 an. Il se transfuse en respectant la compatibilité ABO. En cas d'urgence vitale, quand le groupe ABO est inconnu, on transfuse du plasma AB. Il existe 2 types de concentrés plaquettaires. Tout d'abord, les mélanges de concentrés de plaquettes sont issus d'un mélange de plaquettes de même groupe ABO d'environ 6 dons de sang total, alors que les concentrés plaquettaires d'aphérèse proviennent d'un seul donneur. MCP et CPA, les mélanges de concentrés de plaquettes ou les concentrés plaquettaires d'aphérèse, ont la même efficacité et la même tolérance. Les concentrés plaquettaires sont conservés à une température comprise entre 20 et 24 degrés, sous agitation permanente pour au maximum 7 jours. Les concentrés plaquettaires contiennent des hématies résiduelles qui peuvent induire une alloimmunisation. La compatibilité ABO et RH1 est donc recommandée. Il est important de noter que tous les produits sanguins labiles sont aujourd'hui déleucocytés et donc CMV négatifs. Il y a également des dépistages systématiques des maladies infectieuses, telles que le VIH ou les hépatites virales par exemple. Voyons maintenant les principales indications de ces produits sanguins labiles. La transfusion d'un produit sanguin labile a pour but de corriger un symptôme ou de prévenir un risque lié à l'anémie, la thrombopénie ou à un trouble de l'hémostase. L'hémoglobine est le principal déterminant transfusionnel chez le patient anémique hémodynamiquement stable. Mais attention, l'évaluation de la tolérance, en plus de la valeur de l'hémoglobine, permet d'évaluer la nécessité d'un recours à une transfusion de globules rouges. La symptomatologie liée à une anémie est dépendante d'autres facteurs que la seule valeur de l'hémoglobine, comme par exemple l'hypovolémie, la vitesse d'installation de l'anémie, le terrain et les antécédents, notamment cardiovasculaires. L'objectif est toujours d'améliorer le transport artériel en oxygène. Le tableau que vous observez rapporte les seuils d'hémoglobine communément admis. Cependant, ils ne sont donnés qu'à titre indicatif et c'est bien la symptomatologie et la tolérance qui priment.
Nous n'aborderons pas ici le cas du choc hémorragique qui nécessite une stratégie transfusionnelle spécifique et qui est traité dans un chapitre à part entière. La principale indication de la transfusion de plaquettes est la thrombopénie d'origine centrale. Les seuils transfusionnels de numération plaquettaire sont donnés à titre indicatif dans le tableau. Mais les indications transfusionnelles dépendent de nombreux autres critères comme l'existence d'une hémorragie active ou d'une coagulopathie, la cinétique d'évolution de la thrombopénie, la nécessité de réalisation d'un geste invasif comme une ponction ou une chirurgie, et les traitements associés. Nous ne détaillerons pas ici le cas des thrombopénies périphériques qui sont complexes et abordés dans le référentiel. L'objectif le plus fréquent d'une transfusion de plasma est d'apporter des facteurs de coagulation chez des patients présentant une hémorragie ou un risque d'hémorragie avec une atteinte de la coagulation. Les indications théoriques de transfusion de plasma frais congelé sont données dans le tableau. Enfin, compte tenu des risques et du coût de la transfusion, il est indispensable d'avoir systématiquement une stratégie d'épargne transfusionnelle. L'épargne transfusionnelle est une approche multimodale qui repose sur 3 grands principes. Le premier est l'optimisation de la masse sanguine pour la gestion de l'anémie et de l'hémostase. Le second est la réduction des pertes sanguines. Enfin, le respect des recommandations pour avoir une stratégie transfusionnelle restrictive, notamment avec un concentré de globules rouges à la fois. En conclusion, voici les messages clés à retenir. Il existe 3 grands systèmes, ABO, Rhesus et KEL. La transfusion de concentré de globules rouges doit respecter obligatoirement la compatibilité ABO. Elle doit également être phénotypée pour l'enfant, le polytransfusé et la femme non ménopausée. Le Rhesus 1 négatif est obligatoire chez la femme Rhesus 1 négatif non ménopausée. La stratégie transfusionnelle doit être restrictive s'il existe une bonne tolérance avec un concentré de globules rouges à la fois. Et enfin, dans le cadre de l'épargne transfusionnelle, il est capital de prévenir l'anémie nosocomiale.